Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On vous souhaite la bienvenue à ce webinaire consacré aux premiers pas en micro-entreprise. Donc, que vous soyez déjà immatriculé depuis quelques semaines ou encore en train de mûrir votre projet, ben, vous êtes au bon endroit. Notre objectif, ça va de vous donner un petit coup de pouce concret pour démarrer dans les meilleures conditions. Donc, j'ai commencé par me présenter. Moi, je suis Laurence Ballot et je coordonne les actions de l'URSSAF Alsace auprès des créateurs d'entreprises et puis plus largement des travailleurs indépendants. Et je ne suis pas toute seule aujourd'hui, donc j'aurai le plaisir de co-animer cette session avec ma collègue Pascal et avec Vaniva Tolo, qui est bénévole de l'ADI, notre partenaire du jour. Donc, Madame, Monsieur, je vous laisse le soin de vous présenter à votre tour. Bonjour, je suis Pascal Amoroso, responsable accueil à l'URSSAF Alsace, et c'est mon équipe qui a la charge de prendre vos demandes en tant que créateur d'entreprise et qui vous offre une offre pendant 9 mois privilégiée. Donc, n'hésitez pas à les contacter par l'adresse mail ou par la prise de rendez-vous via Smart Agenda. Ils vous répondront et sont à votre disposition pour un démarrage le meilleur possible. Bonjour, je m'appelle Vanni Vatolo, je suis un ingénieur mécanicien métallurgiste, ancien dirigeant, et je suis aujourd'hui chargé d'accompagnement à l'ADI, où je prends en charge des porteurs de projets et des gens qui ont décidé de créer, qui sont financés par l'ADI et qu'on accompagne en fonction de leurs besoins. Merci. Très bien. Mais avant de commencer, quelques petits points pratiques pour que tout se passe bien. Alors, ce webinaire est enregistré. Vous pourrez retrouver le replay d'ici quelques jours sur la chaîne YouTube de l'URSSAF Alsace. Vous recevrez également le lien de téléchargement du support de présentation par mail, donc sur l'adresse utilisée lors de votre inscription. Côté questions, vous pouvez les poser à tout moment dans l'onglet Conversation, en évitant bien évidemment d'y partager des informations personnelles pour des raisons assez évidentes de confidentialité. Et puis, notre collègue expert métier qui s'est connecté spécialement pour vous répondre en direct dans le chat. Et je la remercie déjà pour son aide. Pour celles et ceux qui préfèrent l'échange oral, donc pas d'inquiétude, on a un temps de questions-réponses qui est prévu à la fin de la présentation. Et puis, quoi qu'il arrive, normalement, vous avez possibilité d'activer vos micros. Donc, simplement, si vous activez le micro, pensez à le couper ensuite. Voilà, pour le confort auditif de tout le monde. Et puis surtout, signalez-vous en levant la main avec l'icône dédiée en haut de votre écran pour qu'on puisse vous donner la parole. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié, donc on va pouvoir démarrer. Alors, voilà notre petite boîte à outils spéciale micro-entreprise. Donc, on va commencer par monter le cadre avec l'URSSAF et ses missions, qui on est, ce qu'on fait, et puis surtout ce qu'on peut faire pour vous. On va ensuite poser les fondations avec votre statut de micro-entrepreneur, ses bases, ses avantages, les règles du jeu. On va ensuite fixer les premiers éléments, vos obligations, ce qu'il faut savoir dès le départ pour éviter les mauvaises surprises. Après, on va sortir la notice d'utilisation avec la facturation. Comment établir une facture en règle et quels points vérifier. Ensuite, la déclaration de chiffre d'affaires ou comment déclarer pour rester à jour. Les petits réglages avec vos cotisations sociales, comment est-ce qu'elles se calculent, le coup de pouce de l'ACRE et les droits que ça vous ouvre, bien évidemment. Ensuite, on fera un petit focus sur la TVA et les autres impôts liés à votre activité. Voilà, pour garder votre micro bien dans les normes. Et puis ensuite, pour finir, mais pas, c'est pourtant pas le moins important, vos prestations sociales, puisque si vous payez des cotisations, c'est bien pour vous ouvrir droit à des prestations sociales, donc que ce soit santé, retraite. Protéger l'entrepreneur, c'est aussi protéger son activité. Et puis, on va terminer avec le SAV, avec l'ADI, notre partenaire du jour, comme je le disais, qui peut vous accompagner, vous conseiller et booster vos projets. Alors, on va commencer par la base, l'URSSAF. Parce que quand on débute en micro-entreprise, j'en suis consciente, ce n'est pas forcément la première structure
vers laquelle on a envie de se tourner et pourtant, on est quand même là aussi pour vous accompagner tout au long de votre parcours. Donc l'idée, c'est de vous expliquer vos droits et vos obligations, de sécuriser vos démarches et vous donner aussi des repères très clairs dès le départ pour que vous puissiez en fait vous concentrer sur l'essentiel, qui est bien évidemment votre activité. Et puis accessoirement, on va essayer aussi de vous expliquer pourquoi on vient ponctionner votre chiffre d'affaires et surtout à quoi ça sert. Alors, quand on parle de l'URSSAF, on va être honnête, on pense souvent uniquement aux cotisations que l'URSSAF prélève. Mais est-ce que vous savez réellement à quoi servent vos cotisations et plus largement, à quoi sert l'URSSAF dans votre parcours de travailleur non salarié? Donc, avant de rentrer dans le détail, on va vous faire une petite mise en jambe façon quiz. Donc, je vais lancer un petit quiz donc, qui va apparaître sur votre écran dans quelques secondes. Voilà, ça devrait être lancé. Donc, que signifie l'acronyme URSSAF? Donc, vous avez 3 propositions. Proposition A, unité de remboursement de la sécurité sociale et des affaires familiales. B, union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. Ou C, union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et autres fiscalités. Donc, si jamais le sondage ne s'affichait pas sur votre écran, n'hésitez pas à répondre directement dans l'onglet conversation A, B ou C, ou encore de lever la main pour répondre à l'oral. Alors, est-ce qu'il y a déjà des réponses? Alors, dans le fil de discussion, c'est une grande marée, une majorité de B. Le sondage, idem. Eh ben, on parle bien d'intelligence collective. Ça marche bien, effectivement. On est bien sur la réponse B. Vous avez bien révisé, c'est bien. L'URSSAF, c'est bien l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. Donc, ça vous donne déjà une idée assez claire de la mission principale de l'URSSAF, c'est-à-dire collecter les cotisations sociales. On va parler un petit peu plus précisément maintenant de l'URSSAF. Donc, comme je disais, j'imagine bien que quand vous lancez votre micro, ce n'est pas forcément le premier sujet que vous avez envie d'évoquer, mais pourtant, l'URSSAF, c'est un incontournable en micro-entreprise, puisque vous devez nous déclarer périodiquement votre chiffre d'affaires et bien évidemment payer vos cotisations sociales. Puisque oui, effectivement, on l'a vu, le recouvrement des cotisations, ça fait bien évidemment partie de notre rôle principal, mais ce n'est qu'une partie de l'histoire, parce qu'en réalité, l'URSSAF va transformer ces prélèvements en protection concrète. Vos cotisations financent vos droits, que ce soit santé, retraite, allocation familiale et toute autre prestation. Et tout ça, ça va arriver très vite chez les organismes prestataires concernés, puisque c'est en moins de 5 heures que vos cotisations sont reversées après leur prélèvement. Effectivement, il faut savoir que derrière vos contributions, il y a des centaines de structures qui vont être financées chaque année à hauteur de près de 600 milliards d'euros et donc qui vont être exploitées, redirigées par nos quasiment 16 000 collaborateurs partout en France. Un autre rôle clé de l'URSSAF, qui est moins visible mais crucial, c'est la garantie de l'équité. Donc, nos contrôles, ce n'est pas fait pour embêter qui que ce soit, mais c'est bien pour garantir que chacun joue selon les mêmes règles. Ça vous protège aussi. Personne ne doit pouvoir profiter d'un avantage déloyal aux dépens des autres personnes. Ne pas payer ses cotisations sociales pour pouvoir afficher des tarifs plus avantageux que les concurrents qui, eux, sont en règle, c'est tout sauf loyal. Et puis enfin, l'URSSAF, c'est aussi de l'accompagnement. Donc, vous guidez dans vos démarches, vous proposez des solutions adaptées à votre situation, vous aidez à comprendre vos droits et obligations. Voilà, par tous ces moyens-là, l'URSSAF vous accompagne aussi. Donc, si on doit résumer, l'URSSAF, ce n'est pas seulement un percepteur, c'est aussi un partenaire qui peut vous aider à démarrer et à sécuriser votre activité. Alors, on va essayer de rendre tout ça un petit peu plus concret avec un deuxième quiz à travers l'exemple de Nicolas.
Donc, il a une une micro-entreprise de formation et il a cotisé sur une année à hauteur de 3 720 € à l'URSSAF. Donc, à votre avis, avec ces cotisations sociales, combien d'allocations de rentrée scolaire vont pouvoir être financées? Alors, est-ce que c'est 3, 6 ou 9? Donc, comme tout à l'heure, vous pouvez répondre soit via la fenêtre pop-up, soit le fil de discussion ou encore à l'oral. Donc, dans le quiz, on est assez partagé entre 6 et 9. Dans le fil de discussion, je n'ai qu'une seule réponse, réponse C. Donc, on serait, oui, on est, pour l'instant, on est plutôt, ouais, c'est entre 6 et 9, mais avec une petite tendance quand même pour la réponse C, les 9 allocations. J'attends encore quelques secondes. Mais ouais, c'est très tendu, mais on va dire qu'il y a quand même une majorité de C. Et là encore, vous avez quand même majoritairement raison, puisque c'est bien 9 allocations de rentrée scolaire qui vont pouvoir être financées avec les 3 720 € de cotisation versés par Nicolas. Voilà, donc on vient de parler du rôle de l'URSSAF et de ce que financent vos cotisations sociales. Donc avant de laisser la main à Pascal pour entrer dans le concret du statut de micro-entrepreneur, je vous embête encore une nouvelle fois. Bon, cette fois-ci, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est juste un petit sondage express pour nous aider un petit peu à mieux cerner la nature de vos activités respectives. Donc en fait, on aimerait savoir euh, quelle est votre activité. Donc, si concrètement, vous deviez désigner l'activité qui est principale dans votre micro, est-ce que ça serait plutôt de la vente, de la prestation de services BIC, donc c'est souvent les activités manuelles ou commerciales type coiffure, réparation, menuiserie, installation électrique, que sais-je encore, ou prestation de services en BNC, donc en bénéfice non commercial. Autrement dit, tout ce qui va être activité plutôt libérale, que ce soit conseil, formation, coaching, etc. Donc, merci de jouer le jeu. Donc, comme je vous le disais, vos réponses, elles vont nous servir pour illustrer la suite avec des exemples peut-être un peu plus en prise avec vos situations individuelles. Donc, pareil, si jamais vous n'avez pas le sondage, vous pouvez répondre dans le fil de discussion. Donc là, on serait plutôt sur des prestats BNC, de la vente. Ouais, et dans le fil de discussion, c'est pareil. Donc, on est quasi exclusivement, Pascal, sur du BNC. Parfait. Et il n'y a pas de personne, ouais, prestation de service électricien. Donc, Alain, vous êtes en BIC. Il n'y a pas de je ne sais pas. C'est plutôt bon signe parce qu'on a souvent des activités qui... C'est un petit peu à la frontière entre généralement prestations BNC ou BIC. Voilà. Alors, on va pouvoir attaquer. Pascal, je vais te donner la main. Merci Laurence. Donc, le premier grand principe de la micro-entreprise, c'est que tout est basé sur le chiffre d'affaires, donc sur le montant encaissé, à savoir qu'il y a une limite de ce chiffre d'affaires à ne pas dépasser pour ne pas sortir du dispositif. Et pour sortir du dispositif, il faut que ce dépassement de seuil soit fait 2 années consécutives. Pour tout ce qui est activité de prestation de services, c'est 77 700 et pour les activités d'achat-revente, c'est 188 700. Les 77 700, c'est que peu importe que les prestations soient du BIC ou du BNC, la limite est la même. À savoir que ces limites sont proratisées au nombre de jours d'activité de l'année. Donc, la première année, on va calculer le nombre de jours qui s'écoule entre la date de début et le 31 décembre. Donc là, sous vos yeux, on a pris un petit exemple avec quelqu'un qui démarre le 1er mars
Et entre le 1er mars et le 31 décembre, il y a 306 jours. Donc, on va prendre la limite. Là, on a pris dans l'exemple la limite de 77 700 qu'on multiplie par 306 et qu'on divise par 365 jours de l'année et on arrive à une limite de 65 140. À savoir également que cette limite, si on a une activité mixte, je vais prendre l'exemple de Stéphanie qui est coiffeuse et qui a un chiffre d'affaires en prestation de services pour les coupes, les shampoings, les brushings ou les couleurs qu'elle pourrait faire. Ben, si Stéphanie vend des produits capillaires, des sèche-cheveux, la limite pour tout ce qui est achat-revente ne sera pas de 188 700, mais c'est 188 700 moins les 50 000 qu'elle a fait en prestation de service. Donc, elle ne pourra pas avoir un chiffre d'affaires en vente supérieur à 138 700 euros. Est-ce que tout ça est clair pour tout le monde? Vous pouvez soit lever la main, ouvrir vos micros, ou me mettre la réponse dans le fil de discussion. Donc oui, effectivement, on me dit que c'est bon. Donc voilà le premier grand principe. L'important aussi, c'est pour ça qu'on vous a demandé la nature de votre chiffre d'affaires, selon que c'est du BIC, du BNC ou de l'achat-revente, l'abattement fiscal ne va pas être la même. Donc, BIC, c'est bénéfices industriels et commerciaux, et BNC, c'est bénéfices non commerciaux. Donc, généralement, pour ceux qui font des prestations de services, là, je vois que quelqu'un demande des prestations de services d'électricien, c'est du BIC parce qu'il y a une notion de commerce et de manuel. Du service à la personne, aide scolaire, aide ménagère, c'est également des prestations BIC. Service à la personne et ménage, oui, c'est 2 fois la même chose. Donc, effectivement, ça, c'est du BIC. La coiffeuse, comme Stéphanie, va faire du BIC, la psychologue ou l'architecte vont faire du BNC, puisque là, c'est plutôt des prestations intellectuelles. Maintenant, l'achat-revente, là, c'est plus simple. On achète un produit, on le revend. Des fois, on le transforme entre les deux, mais du moment que le produit est vendu dans son intégralité, ce chiffre d'affaires sera bien mis en achat-revente. Alors, je t'interromps juste une seconde, Pascal. Je vois qu'il y a une petite main levée. Oui, et je vais juste répondre à Michael. Consultant en marketing digital, c'est bien du BNC. Oui, et la personne qui a la main levée peut ouvrir son micro et me poser sa question. Spiel ou Spiel, je ne sais pas comment on prononce. On vous écoute? Ou c'était peut-être une erreur? Ça devait être. Donc, vous pouvez rebaisser la main, s'il vous plaît. Merci. Donc, voilà la différence entre BIC et BNC. Les prestations BIC, je vous disais, ont une notion de commerce et sont souvent des prestations manuelles. Et les prestations BNC sont des prestations plutôt intellectuelles. Donc, je vous parlais d'abattement sur ces chiffres d'affaires. L'abattement fiscal pour tout ce qui est achat-revente est de 71%. Pour tout ce qui est prestations BIC, l'abattement fiscal est de 50%. Et pour les prestations BNC, cette fois-ci, l'abattement fiscal est de 34%. Qu'est-ce que ça veut dire? On a pris, pour rendre les choses un peu plus concrètes, un exemple. Toujours celui de Stéphanie, notre coiffeuse. Et on voit que Stéphanie, du 1er janvier au 31 décembre, a fait un chiffre d'affaires de 40 000 euros. Et dans ce 40 000 euros, il y a 30 000 euros qui ont été réalisés sur des prestations de coiffure, coupe, coloration. Et donc là, on a vu que c'était du BIC, donc l'abattement étant de 50%. Le revenu qui en découle forfaitairement, que Stéphanie ait fait ou pas ce bénéfice, peu importe, il est de 15 000 euros. Pour tout ce qui est sur ses activités d'achat-revente, elle a vendu à hauteur de 10 000 euros. Et là, cette fois-ci, l'abattement fiscal est de 71%. Donc, on en retient 29. Donc, sur 10 000, on retient 2 900. Donc, Stéphanie aura un revenu forfaitaire de 17 900 euros. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde également?
On a pris un exemple qui est plus proche de vous, puisque la majorité d'entre vous font des prestations BNC, de Bruno, qui est coach sportif et qui donne des cours. Il a fait sur l'année un chiffre d'affaires de 38 000 euros, donc avec un abattement fiscal de 34%, son bénéfice, c'est 66% des 38 000, donc 25 080 euros. On vous a mis un petit tableau récapitulatif par tranche de 10 000 euros. Donc, pour de l'achat-revente, quand on encaisse un chiffre d'affaires de 10 000 euros, il y a 7 100 euros qui sont là pour couvrir l'ensemble des frais, aussi bien les cotisations sociales payées à l'URSSAF que l'assurance, l'essence, l'eau, les factures d'électricité et tout ce qui sont les frais liés à votre auto-entreprise. Et le reste à vivre, le revenu, le bénéfice, peu importe comment vous allez l'appeler, il est de 2 900 euros. Pour les prestations BIC, toujours pour 10 000 euros, cette fois-ci c'est 5 000 pour les charges, 5 000 pour le reste à vivre, pour payer votre loyer, votre nourriture ou un petit restaurant. Et pour le BNC, c'est 3 400 qui vont couvrir les cotisations sociales et les frais et 6 600 qui seront le reste à vivre. Et ce 2 900, ce 5 000 ou ce 6 600, c'est également sur ce montant-là que vont être calculées vos indemnités journalières, votre retraite, ou si vous allez faire un prêt bancaire ou demander une prime d'activité ou des allocations logement ou peu importe la prestation que vous allez demander, c'est bien sur ce revenu, ce bénéfice, qu'elles seront calculées et pas sur le chiffre d'affaires, puisque vous avez des frais qui incombent à votre auto-entreprise. On va vous faire un petit comparatif, toujours avec Stéphanie et ses 40 000 euros sur l'année. Dans les faits, réellement, est-ce que le régime de la micro est adapté à la situation de Stéphanie? Donc, Stéphanie, avec ses 30 000 euros de chiffre d'affaires en prestation de service, va payer des cotisations à l'URSSAF à hauteur de 21,2%. Donc, 6 360 euros de cotisation sur l'année. Et sur les 10 000 euros, puisque c'est de l'achat-revente, le taux de cotisation est différent, il est de 12,3. Donc, elle aura 1 230 euros de cotisation pour tout ce qu'elle a fait en achat-revente. Et elle a réellement dépensé pour ses charges autres liées à l'activité, l'achat des produits de shampoing, de teinture, les frais de transport, d'assurance professionnelle, le médiateur de la consommation, des cartes de visite, des flyers publicitaires, tout ce qu'elle a dépensé pour son entreprise représente 5 400 euros réellement. Donc, si on additionne tout ça, les 6 360, les 1 230 et les 5 400, on arrive à 12 990 euros. Et on voit que forfaitairement, les charges annuelles de Stéphanie, les 50% des 30 000 et les 71% des 10 000 euros, représentent 22 100 euros. Donc, on voit que finalement, Stéphanie a eu moins de charges que les charges qui sont calculées forfaitairement. Donc, la micro est tout à fait adaptée à sa situation et elle a choisi un bon statut par rapport au chiffre d'affaires et à l'activité qu'elle a. Par contre, on se retrouve avec un autre exemple qui est celui de Kevin, qui est revendeur de véhicules d'occasion et qui achète un véhicule d'occasion à un particulier à un prix proche de l'Argus. Et ce prix, dans notre exemple, est de 8 000 euros. Ensuite, Kevin va faire une révision de ce véhicule en achetant des essuie-glaces, des pneus, va changer les filtres à air, à huile, pour un total de 900 euros. Après, Kevin va revendre ce véhicule et bien entendu, il ne pourra pas le vendre à un prix énormément supérieur à l'Argus, sinon il n'arrivera jamais à vendre cette voiture. Il va la revendre à Séverine à hauteur de 10 000 euros. Eh bien, c'est bien sur les 10 000 euros qu'il aura encaissé suite à cette vente qu'il va payer ses cotisations URSSAF. Donc, 12,3% de 10 000, ça fait 1 230. Et on voit que Kevin, entre le prix d'achat des 8 000 euros, plus les cotisations sociales de 1 230, plus les frais qu'il a eu pour la révision, on ne compte même pas l'allocation d'un local ou autre chose, on voit que Kevin, en faisant l'addition de tout ça, a perdu 130 euros en vendant ce véhicule. Donc, le régime de la micro n'est pas du tout adapté à la situation de Kevin et il doit sérieusement réfléchir à changer de statut parce que là, il va droit dans le mur si à chaque fois qu'il vend une voiture, il perd de l'argent.
Est-ce que ça vous paraît clair de ces explications par rapport à la différence entre le chiffre d'affaires et le revenu et qu'on paye bien ses cotisations URSSAF sur son chiffre d'affaires et pas sur son revenu? Parfait. Personne ne lève la main, il n'y a aucune question sur ce sujet-là? Donc, on va continuer avec vos obligations. Vous verrez qu'il y en a quand même quelques-unes. Donc, la première des obligations, j'ai de l'écho, tu as ton micro ouvert, Laurence? Excusez-moi. La mention EI, qui veut dire entreprise individuelle, elle est obligatoire sur tous les documents liés à l'entreprise, hein, que ce soit les factures, les tarifs, les documents publicitaires sur un site, sur le relevé d'identité bancaire de votre entreprise. La mention EI doit y figurer. Vos clients doivent être informés que votre entreprise est une entreprise individuelle. Mais ça a aussi un autre avantage, c'est de séparer votre patrimoine professionnel de votre patrimoine personnel. Et ceci est obligatoire depuis le 15 mai 2022. Et dites-vous que même si vous achetez un véhicule, par exemple, au nom de votre entreprise, sur la carte grise, il devra bien y avoir la mention EI, ce qui prouvera que ce véhicule appartient à l'entreprise. Et en cas de difficulté financière de celle-ci, on pourra savoir ce qui appartient à l'entreprise de ce qui appartient à vous personnellement. Sachez que vous êtes personnellement responsable de vos actes en tant que chef d'entreprise. Quand vous étiez salarié ou si vous l'êtes encore, c'est votre employeur. Mais là, en tant que chef d'entreprise, c'est vous qui êtes responsable de vos actes. Deuxième petite obligation, hein, qui n'est une obligation qu'à partir de 2 années consécutives avec un chiffre d'affaires supérieur à 10 000 €, mais nous vous conseillons dès le départ de le faire, c'est-à-dire d'avoir un compte bancaire dédié à l'activité, hein. On ne vous dit pas un compte professionnel, mais bien un compte bancaire dédié. Donc, ça peut être le même compte bancaire que celui que vous avez depuis des années pour votre vie privée, hein. Vous en ouvrez un second et vous mettez tout ce qui est financièrement parlant qui fait partie de votre vie professionnelle. Ceci facilitera la petite comptabilité que je vous ai indiquée juste avant et également, en cas de contrôle de l'URSSAF ou des impôts, de pouvoir différencier le chèque de 100 €. Est-ce que c'est le paiement de la cantine des enfants ou est-ce que c'est le paiement d'un fournisseur ou d'une facture d'électricité de l'entreprise? Donc, il est important de pouvoir différencier les deux et donc prendre une bonne habitude dès le départ et ne pas attendre 2 ans pour ça est quelque chose de relativement important. Donc, je vous dis encore une fois, un compte dédié à l'activité, hein. On ne vous demande pas un compte bancaire professionnel. Bien souvent, à un moment, vous êtes amené à avoir un compte professionnel parce que vous allez opter pour le paiement par carte bancaire, donc vous allez avoir un TPE et ça, c'est possible que sur les comptes pro, ou vous allez faire une demande de prêt auprès de votre banque et celle-ci va vous imposer le compte professionnel. Donc, il y a parfois des banquiers qui vont vous proposer ça, mais l'obligation, c'est bien un compte dédié et pas un compte pro. Autre petite obligation, c'est d'avoir si l'un de vos clients est un particulier. Donc, c'est-à-dire que si vos clients ne sont que des professionnels, ceci n'est pas une obligation. Par contre, s'il n'y en a qu'un seul, il y a obligation d'avoir choisi un médiateur de la consommation. Et je dis bien choisi. Donc là, vous retrouverez hein, le lien vers le site économie.gouv médiation conso et vous trouverez tous les médiateurs qui sont référencés. Donc, on va vous demander votre activité, vous verrez, ça sera une arborescence et dites-vous, le fait d'avoir choisi ce médiateur au départ coûte généralement 35 à 50 € pour 3 ans. Ensuite, si vous faites appel à lui pour une médiation, il y aura un coût supplémentaire par médiation en fonction des montants engagés et du risque encouru.
généralement, c'est entre 60 et 120 euros par médiation, c'est ce que je vous disais. Donc, et il faudra également, Laurence vous le dira tout à l'heure, que ce médiateur apparaisse sur vos factures, mais aussi si vous avez un site, pour que le client puisse faire appel à lui. C'est bien le client qui fait appel au médiateur en cas de conflit avec vous. Là aussi, que ce soit durant nos ateliers ou nos webinaires, on entend, on n'en a pas forcément besoin. Sachez qu'effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de conflits ou d'exigences de la part du client, hein. On s'est retrouvé lors de nos ateliers avec une esthéticienne qui n'avait pas fait les 2 sourcils à sa cliente de façon strictement identique et où le médiateur a dû intervenir parce qu'elle n'acceptait pas la proposition de l'auto-entrepreneur de lui faire la gratuité et de recommencer le soin, ou une autre psychologue où le client avait pris 10 séances, il était phobique, elle avait mis des conditions de vente en mettant dans ces conditions de vente qu'elle n'avait aucune obligation de résultat, mais comme à la fin des 10 séances, il était toujours phobique, il voulait être dédommagé et également être remboursé des frais encourus. Donc là, c'est le client qui ira vers le médiateur et le médiateur qui vous contactera pour procéder à cette médiation. Il ne faut pas confondre ce médiateur avec la responsabilité civile professionnelle. La responsabilité civile professionnelle est une assurance que vous prenez auprès d'un assureur, d'un banquier, et qui vous couvre pour les dégâts liés à votre activité. Donc là aussi, ça couvre autre chose, que le médiateur va être là pour gérer le conflit à l'amiable, et on sait qu'un conflit qui est géré à l'amiable est moins onéreux qu'un conflit qui est géré devant les tribunaux, mais le risque encouru et la prise en charge, si on prend une responsabilité civile professionnelle, c'est si vos clients ont subi un dommage. Tout à l'heure, dans les professions que vous m'indiquiez, il y a quelqu'un qui faisait de l'aide à la personne. Vous allez chez votre client, vous cassez un vase chez ce client, ce vase vaut plus de 1 000 euros, et ben vous serez amené à rembourser la casse de ce vase, et donc ça peut très vite aller très haut au niveau des montants, ou ça peut être quelqu'un qui se prend en venant chez vous, vous êtes prothésiste ongulaire, la cliente arrive chez vous, se prend les pieds dans le tapis et se casse la jambe. La caisse primaire vous demandera le remboursement des indemnités journalières puisque vous êtes le tiers responsable. Et comme c'est 50% du revenu, ça peut, et 3 mois de remboursement d'indemnités journalières, ça peut vite chiffrer très, très haut. Donc, la responsabilité civile professionnelle, c'est ce qu'elle couvre. Et si vous n'en prenez pas, vous êtes votre propre assureur. Et la RC personnelle ne prendra pas en charge ce genre d'accident puisque vous n'êtes pas dans votre vie privée, mais dans votre vie professionnelle. Donc, à vous de contacter vos différents assureurs pour faire un devis si ce n'est pas déjà fait. Alors, il y a une question. Est-ce que c'est obligatoire quand on a une obligation de moyens? Mais qu'on ait une obligation de moyens ou pas, cette assurance responsabilité civile, vous parlez bien de la responsabilité civile et pas de la médiation. Loïc, s'il vous plaît. De la médiation. En fait, même si vous avez une obligation de moyens, le médiateur va gérer le conflit. Et donc, et là, si vous faites ce genre d'activité, vos clients sont des particuliers, donc oui, il y a obligation d'avoir un médiateur. Non, je ne vois pas d'autres questions. Du coup, on va pouvoir continuer avec donc la facturation, puisque voilà, on vient de passer en revue vos obligations donc avec Pascal. Donc, on va aller voir maintenant du côté d'un sujet qui va vous accompagner au quotidien, donc la facturation. Mais alors attention, parce que là, pas question d'improviser, il y a des règles précises, des mentions obligatoires à ne jamais oublier et même des nouveautés à prévoir, puisque avec l'arrivée à horizon septembre 2026 de la facturation électronique. Donc, rassurez-vous, on ne va pas se perdre dans les détails. L'idée, c'est bien de vous donner un guide clair, savoir quoi mettre sur vos factures, comment les transmettre et surtout comment éviter les erreurs qui peuvent coûter cher. Alors, l'un des points forts
de la micro-entreprise, mais c'est qu'elle vous évite la lourdeur d'une vraie comptabilité avec bilan comptable. Donc là, il y a pas de bilan, il n'y a pas de compte de résultat, mais simplifier, ça ne veut pas dire zéro suivi. Vous avez quand même une petite compta à tenir, le registre des recettes. C'est un petit peu votre carnet de bord financier et concrètement, vous devez noter au fur et à mesure les sommes que vous encaissez, d'où elles viennent, qui vous a payé et pourquoi, et comment elles vous ont été réglées, que ce soit en espèces, cartes, virements, chèques. Voilà, ça doit être précisé dans votre registre des recettes. À cela va s'ajouter une règle essentielle, c'est de garder les justificatifs, factures, tickets, etc. Même si vous ne pouvez rien déduire, c'est ce qui va vous permettre de prouver la pertinence, la cohérence de votre chiffre d'affaires, si besoin, notamment en cas de contrôle. Alors oui, ça reste beaucoup plus léger quand même qu'une vraie comptabilité, mais c'est quand même une étape clé pour sécuriser votre activité puis éviter les mauvaises surprises. Alors, les factures, dans quel cas est-ce que vous êtes obligé de la sortir, cette facture? Donc, il y a 4 grandes situations à retenir. Dès que vous travaillez avec un autre professionnel, c'est obligatoire. Si votre client vous le demande, même pour un petit montant, quand vous faites une prestation de service pour un particulier, dès que ça dépasse 25 €, et bien sûr, si vous vendez en ligne, chaque vente doit être facturée. Donc, par contre, il y a aussi quelques petites exceptions. Donc, si vous passez par une plateforme d'économie collaborative, mais c'est la plateforme qui va directement facturer vos clients. Et puis, si vous vendez sur les marchés, vous n'avez pas l'obligation d'émettre une facture pour vos biens vendus, sauf bien évidemment si votre client vous réclame une facture. Alors, pour que votre facture soit conforme, elle doit impérativement comporter les éléments suivants. Alors, le mot facture doit être clairement indiqué, un numéro de facture unique qui respecte un ordre chronologique strict. Vous devez aussi figurer la date d'émission de la facture, la date de réalisation de la vente ou de la prestation, l'identité et l'adresse de votre micro-entreprise avec la mention EI, dont vous a largement parlé Pascal tout à l'heure, l'identité de votre client, donc si c'est un pro, numéro sirène, adresse et nom. Par contre, si c'est un particulier, le nom et prénom, ça suffit. Il faut aussi indiquer la désignation précise du produit ou du service vendu avec sa quantité, le prix unitaire hors taxe, le taux de TVA, le cas échéant, et le montant total par ligne, parce qu'on va le voir tout à l'heure. Oui, en bas, par défaut, vous êtes en franchise de base de TVA, mais on verra que les seuils de chiffre d'affaires qui vous font basculer côté TVA, ils sont quand même bien en deçà des seuils de la micro-entreprise, donc vous pouvez tout à fait être en micro et être redevable de TVA. Donc, comme je vous disais, par défaut, vous êtes en franchise. Donc, dans ce cas-là, vous devez absolument appliquer la mention TVA non applicable, article 293B du CGI. Donc, si vous ne facturez pas la TVA. Par contre, si vous la facturez, là, il faudra indiquer votre numéro de TVA. Vous devez aussi indiquer le montant total à payer, hors taxe et TTC si TVA applicable, la date de règlement prévue, et puis si besoin, les informations sur votre assurance professionnelle obligatoire. Et puis, si, comme l'a dit justement Pascal juste avant, si votre client à qui vous éditez cette facture est un particulier, il faudra bien mentionner votre médiateur, les coordonnées de votre médiateur de la consommation. Alors attention, ce n'est pas un formalisme juste pour faire joli. S'il y a une mention qui manque ou qui est inexacte, vous risquez quand même une amende de 15 € par omission ou par erreur. Bon, bien évidemment, c'est quand même limité, parce que sinon, vu le nombre de mentions à indiquer, ça pourrait chiffrer, mais c'est limité donc au quart du montant de la facture initiale. Et puis aussi, pensez bien à conserver les factures que vous émettez pendant 10 ans. Alors, un petit point d'attention sur ce qui vous attend, comme je vous le disais, à horizon de l'automne 2026. Donc, dans le cadre de la modernisation de la vie économique, la facturation électronique va devenir progressivement
obligatoire pour toutes les entreprises, hein, y compris les micros. Et concrètement, à partir de septembre 2026, vous allez devoir choisir une plateforme pour recevoir les factures électroniques de vos fournisseurs. Et puis, dans un second temps, il faudra aussi que vous soyez en capacité d'émettre des factures électroniques à vos clients. Donc, quand on dit facture électronique, hein, bien évidemment, c'est pas un PDF en pièce jointe à un email, c'est vraiment un format très très particulier qui va permettre à l'administration fiscale, hein, de récupérer directement les données dans vos factures. Voilà, donc maintenant qu'on a vu comment bien gérer vos factures, on va arriver à un autre moment clé dans la vie de votre micro, c'est la déclaration de votre chiffre d'affaires. Et là, de nouveau, l'URSSAF est au centre du jeu. Donc, c'est bien évidemment une étape incontournable, hein, pour rester en règle, puisque ça va permettre de calculer vos cotisations sociales et puis continuer aussi à bénéficier du statut simplifié, hein, puisque on va le voir, hein, si vous ne déclarez pas, au bout d'un moment, vous allez perdre le bénéfice de ce statut. Donc, on va voir ensemble comment déclarer facilement, à quelle fréquence et puis surtout quelles erreurs à éviter pour que tout roule. Pascal, je te rends la parole. Merci Laurence. Donc, la déclaration de chiffre d'affaires est à faire mensuellement ou trimestriellement selon le choix que vous avez fait au début de votre activité. Sachez qu'on va vous laisser obligatoirement 90 jours pour faire votre première déclaration et après, ça sera tous les mois ou tous les trimestres. À savoir effectivement que vous pouvez changer cette périodicité, soit tout de suite, si par exemple vous êtes bénéficiaire de prestations de France Travail et que vous avez choisi le trimestriel, on vous conseille vivement de passer en mensuel. Et sachez que vous pourrez aussi en changer chaque année en faisant la demande avant le 31 janvier de l'année en cours pour justement l'année concernée. Il faudra également nous faire une déclaration de chiffre d'affaires, même si le chiffre d'affaires de ce mois ou de ce trimestre est de 0. On ne peut pas deviner si vous avez omis de faire la déclaration ou si vous avez 0 de chiffre d'affaires. Donc, je vous disais que ces premières déclarations sont, on vous laisse 90 jours. Donc, quelqu'un qui commence le 12 janvier aura une première déclaration avec une date limite de déclaration et de paiement à 90 jours, donc au mois de mai. Hein, et ceux qui sont en trimestriel, ça sera même au mois de juillet. Quelqu'un qui commence, par exemple, là en septembre, aura une date limite pour les premières déclarations et les premiers paiements au mois de février de l'année prochaine. Donc, on vous laisse ce laps de temps, mais sachez que vous pouvez anticiper et faire vos déclarations si vous avez besoin d'attestation pour France Travail ou pour un autre organisme dès que vous êtes affilié. Qu'est-ce qu'on met dans cette déclaration? On met bien tout ce qu'on a encaissé et ce qu'on a encaissé sur le mois concerné. Par exemple, aujourd'hui, on est le 19 septembre. Si vous faites une facture aujourd'hui, mais que votre client ne vous paye que le 2 octobre, cette déclaration sera à faire sur le mois d'octobre. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous n'avez rien gagné, il faut bien déclarer le 0. Et sachez que si vous avez 24 mois ou 8 trimestres de déclaration à 0, on vous radiera d'office. Et sur ce chiffre d'affaires encaissé, vous ne déduisez rien, ni les frais de déplacement, carburant, hôtel, les frais de fonctionnement, téléphone, électricité, tout ça, vous ne déduisez absolument rien. Si vous faites de l'achat-revente, comme Kevin tout à l'heure, vous ne déduisez pas le prix d'achat du véhicule. C'est vraiment le montant encaissé qu'il faut déclarer à l'URSSAF. Sachez aussi que ce que vous allez à déclarer à l'URSSAF mensuellement, il va falloir déclarer la même chose en additionnant tous les mois de l'année à la DGFiP quand vous ferez votre déclaration d'impôt. Si vous êtes bénéficiaire de la prime d'activité ou d'allocation logement et que la CAF vous demande de déclarer vos ressources sur les 3 derniers mois, c'est bien les 3 trimestres déclarés à l'URSSAF qu'il faudra déclarer.
Si vous faites des déclarations à France Travail et mensuelles, bah, c'est le même montant qui sera déclaré à France Travail et à l'URSSAF. On ne déclare pas un montant à un organisme, à un autre montant en fonction de la facturation à un autre organisme. C'est vraiment les mêmes déclarations partout en fonction de ce que vous avez encaissé du premier jour du mois au dernier jour du mois ou du premier jour du trimestre au dernier jour du trimestre. Comment déclarer payer? Vous pouvez le faire en ligne, soit sur l'appli mobile, soit sur le site internet www.autoentrepreneur.ursaf.fr et on vous a mis des petits QR codes si vous souhaitez l'installer sur vos téléphones. Sachez qu'effectivement, l'appli mobile est bien souvent plus stable que le site, puisque tout le monde généralement va à la date limite faire sa déclaration, et bien souvent ça provoque des petits soucis de stabilité sur notre site. Sachez aussi que si vous percevez un acompte, que vous faites un gros devis à un client et pour réserver une date ou faire le début des travaux, vous demandez un acompte, et ben cet acompte sera bien à déclarer sur le mois d'encaissement de cet acompte. Si ensuite votre client vous paye le reste de la facture en 2 fois, en 3 fois, ben ça sera sur chaque mois où il y a eu un encaissement qu'il faudra déclarer ce paiement. Ensuite, il y a les frais de débours. C'est les seuls frais que vous pourrez ne pas déclarer, que vous ne déclarerez pas à l'URSSAF. Pourquoi? Parce que c'est simplement une avance des frais que vous avez faits pour votre client. Je vous donne un exemple. Vous êtes installateur sanitaire, le client choisit une baignoire chez Leroy Merlin, Castorama, Cire, peu importe, et il n'a pas les moyens dans son véhicule de transporter cette baignoire et vous allez la chercher pour lui. Donc, vous allez avancer la somme et dans ce cadre-là, ça ne sera pas à déclarer si vous avez un accord préalable du client, un accord écrit, si la facture est au nom du client ou si ou c'est bien des et si vous demandez le reversement de cette somme au cent près à votre client. Vous n'avez pas le droit de faire de marge, c'est vraiment une avance que vous faites pour le client. Lors de l'atelier de hier, dans l'aide à la personne, on citait par exemple l'exemple d'aller faire les courses pour une personne âgée. Si vous allez au supermarché, que vous avancez les courses, du moment que vous lui refacturez exactement le montant que vous avez déboursé, vous, au supermarché, oui, ce sont des frais de débours. Ils ne seront pas à déclaré à l'URSSAF, mais il faut que la facture du supermarché soit bien au nom de la cliente. C'est que le fait d'aller chercher ses courses que vous allez facturer à votre cliente et la prestation d'aller chercher les courses. Et les courses ne seront pas seront des frais de débours. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ces acomptes et ces frais de débours? Oui. Vous pouvez ouvrir votre... J'ai une question. Oui, bien sûr. Ou si vous m'entendez. Concernant un acompte, si on perçoit un acompte en 2025 oui. De 40% et le reste en 2026, oui. Donc l'acompte, on devra le déclarer sur le trimestre 2025. Et est-ce qu'il faut éditer une facture? Oui, dès que vous avez un encaissement, la facture initiale sera, par exemple, de 10 000 €, et avec un acompte de 30%, donc 3 000 €. Et le reste de la facture, vous aurez dans votre cahier des dépenses et des recettes des versements sur 2026 qui correspondent à la facture X de 2025. Merci. Oui, je suis en train de la lire. Dans le cadre d'une activité de remplacement durant laquelle on verse une rétrocession au titulaire, on déclare le montant avant rétrocession ou après rétrocession. Quel type de rétrocession? Parce que généralement, les rétrocessions, c'est souvent pour des remplacements pour les professionnels de santé. Là, c'est quel type d'activité, Loïc? Parce que normalement, pour des activités médicales, en cas de rétrocession, vous ne devriez pas être auto-entrepreneur. Vous devriez être
Ostéopathe. Oui, donc vous êtes professionnel libéral non réglementé. Et donc, quelqu'un vient dans votre cabinet et, et vous lui rétrocédez. Donc, il fait les factures à votre nom et vous lui rétrocédez une part. C'est bien cela? Vous déclarez exactement ce qu'il vous verse à vous, Loïc, en fait. Donc, l'intégralité de la rétrocession. Parfait, merci. Pardon? Inspection qualité. Oui, BNC, puisque là aussi, c'est intellectuel. Et d'ailleurs, pour toutes les activités, pardon, merci, excusez-moi, les aléas du direct, j'avais le son en double. Pour toutes les activités, hein, si vous avez un doute entre le BIC et le BNC, puisque c'est un choix fiscal, c'est la DGFiP, hein, votre centre des impôts des entreprises, qui est maître du jeu. Si vous deviez les interroger sur le sujet, hein, parce que souvent avec le code activité, il vous envoie au tout début d'activité ce qu'on appelle un memento fiscal, où il y a indiqué la nature principale de votre chiffre d'affaires. Mais bien souvent, avec l'INPI, on n'arrive pas forcément toujours à avoir l'activité très précise que l'on fait soi. Donc, vous pouvez les interroger sur l'espace des impôts des entreprises. Hein. Là où vous faites votre déclaration d'impôt, il y a un petit onglet particulier où vous faites votre déclaration peut-être d'impôt depuis des années. Et il y a l'espace entreprise. Donc, vous allez créer un compte dans cet espace-là avec un mot de passe très sécurisé et différent de celui des plateformes, hein, parce que aujourd'hui, que ce soit nous ou les impôts, nous subissons des hackings incessants, on va dire, et les petits malins vont récupérer des mots de passe sur des plateformes beaucoup moins sécurisées et vont venir les utiliser sur nos sites. Hein. Donc, il est important de ne pas mettre les mêmes mots de passe partout et de mettre sur nos sites à nous, hein, que ce soit les impôts, nous, la France Travail, la CAF, des mots de passe très sécurisés. Donc, une fois que vous êtes sur cet espace, que vous l'avez créé, que vous avez mis un bon mot de passe, eh ben, vous pouvez les interroger. Et ceci vaudra loi de la réponse qu'ils vous ont faite sur la nature de votre chiffre d'affaires. Et vous allez voir tout à l'heure que ce chiffre d'affaires, si c'est du BIC ou du BNC, ben, ce n'est pas les mêmes prestations qui seront calculées derrière. Donc, ça a une grande importance de le déclarer dans la bonne case. Je te laisse répondre, Laurent, c'est par rapport aux factures, je crois, avec une question sur les mentions affichées sur la facture. Vous parliez de mettre une date de paiement attendue par le client, mais ce n'est pas une date de paiement attendue, c'est la date réelle du paiement que vous devrez mettre sur votre double de facture, en fait. Puisque ce n'est pas parce que vous leur mettez une date qu'ils la respecteront toujours. Et là aussi, j'ai omis de vous dire tout à l'heure, dans la déclaration de chiffre d'affaires, c'est bien le montant encaissé, hein, parce que vous pourriez très bien faire une facture et que le client ne vous paye jamais ou vous fasse un chèque en bois et que ce chèque, même si vous donnez cette facture après à l'huissier, vous pouvez très bien ne jamais être payé. Donc, l'URSSAF ne vous demande pas de faire d'avance de trésorerie, c'est vraiment les montants encaissés, pas les montants facturés que vous devez nous déclarer et vous ne payez que sur ce que vous avez encaissé et sur le mois concerné. On en arrive aux cotisations et à l'ACRE. Oui, donc maintenant que vous savez comment déclarer votre chiffre d'affaires, ben on va, comme disait Pascal, s'intéresser à ce qui découle de vos déclarations, donc vos cotisations sociales. C'est bien grâce à elles que vous bénéficiez d'une protection sociale, maladie, retraite, allocation familiale, etc. Et leur montant peut être considérablement, mais temporairement, réduit grâce à l'ACRE, l'aide à la création et reprise d'entreprise. Donc, c'est une vraie bouffée d'oxygène au démarrage qu'on va vous présenter également. Donc, on va décortiquer ensemble avec Pascal ce que vous payez, comment c'est calculé et puis comment profiter pleinement donc, de ce dispositif de l'ACRE.
Donc, les cotisations sociales, vous voyez, je vous en ai parlé un petit peu et on va revoir les taux sur le slide suivant. C'est ce qu'on appelle le forfait social. Et qu'est-ce qui se cache derrière ce forfait social? C'est l'intégralité des cotisations que vous payez. Vous voyez, vous payez de l'assurance maladie, maternité, des indemnités journalières, de l'invalidité décès, des allocations familiales, la retraite de base, la retraite complémentaire obligatoire, la CSG, CRDS. Donc, si vous payez des cotisations pour ces risques-là, c'est bien que vous allez acquérir des droits qui sont équivalents. Donc, le saviez-vous? Je ne sais pas, que vous cotisiez pour l'invalidité décès, notamment le décès, et que s'il devait vous arriver malheur, vos ayants droit directs, c'est-à-dire époux, épouse ou personne à charge, enfants ou parents, peuvent bénéficier d'un capital décès. Et ce capital d'essai de plus de 8 000 €. Et si vous aviez des enfants qui sont encore à charge et qui ont moins de 21 ans, vous auriez également des capitaux orphelins, selon la situation, s'ils sont apprentis, s'ils sont étudiants. Donc ça, c'est aussi en fonction de la situation de chaque enfant. Et cette demande est à faire auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. Donc il est important que vos ayants droit soient informés parce qu'ils, s'ils ne font pas de demande, il n'y aura jamais de versement de capital décès. C'est pas comme une assurance vie où vous allez souscrire et désigner les bénéficiaires. Là, les bénéficiaires ne sont que ceux que j'ai pu vous indiquer et dans l'ordre où je vous les ai indiqués. Donc, vous cotisez aussi pour avoir droit à des indemnités journalières. Vous avez le droit, comme chaque résident français, à avoir des allocations familiales en fonction des revenus du foyer fiscal. Et vous acquérez une retraite de base, une retraite complémentaire. On verra plus tard dans quelles conditions vous allez acquérir des trimestres et comment cela fonctionne. À ça s'ajoutent des cotisations très minimes à hauteur de 0,10 et jusqu'à 0,30% pour la cotisation formation professionnelle. Donc maintenant, on en arrive au taux de cotisation. Vous voyez que pour l'achat-revente, c'est 12,3% et que pour tout ce qui est prestations, c'est entre 21,2 et 24,6%. Peut s'adjoindre à ça ce que l'on appelle le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Et c'est bien souvent une case qui est cochée au moment de l'affiliation, de la démarche sur l'INPI, et on coche parfois cette case sans vraiment savoir ce que ça représente. Donc, ce versement, c'est un versement d'impôt que l'URSSAF va bien sûr reverser à la DGFiP, mais qui est libératoire de l'impôt. Donc, c'est-à-dire que c'est un impôt définitif et pas un acompte. Donc, peu importe après, quand vous allez faire votre déclaration aux impôts, si vous êtes imposable ou pas, l'impôt que vous aurez versé à l'URSSAF sera définitif et donc un pourcentage du chiffre d'affaires. Donc, il est important de savoir si pour vous, c'est judicieux d'avoir fait ce choix ou pas. Et vous avez la possibilité en tout début d'activité de modifier ce choix ou de le faire en faisant la demande avant le 30 septembre pour l'année suivante. Je vais vous citer un exemple très simple, où ce choix n'est pas judicieux du tout. C'est quelqu'un qui fait des prestations BNC et qui a un chiffre d'affaires et que c'est son seul revenu, il est seul dans son foyer, il a 10 000 € de chiffre d'affaires sur l'année. Et s'il choisit le prélèvement libératoire, 10 000 € fois 2,2% que vous voyez sous vos yeux, ça fait 220 € à l'année. C'est de l'impôt qu'il aura payé de façon définitive. S'il avait opté pour payer son impôt au centre des impôts, avec 10 000 € de chiffre d'affaires, il a un revenu de 6 600 à l'année. Avec 6 600 de revenus à l'année, il est non imposable et n'aurait rien payé du tout en ayant opté pour ce paiement aux impôts, comme je vous le disais. Donc, il y a des cas comme celui-là où c'est défavorable, des cas où c'est favorable. Allez sur le site des impôts, faites une simulation pour voir dans votre situation, en fonction du nombre de parts que vous avez, si pour vous c'est favorable ou pas d'avoir opté pour ce prélèvement libératoire. On y reviendra un petit peu parce que vous verrez qu'il y a une petite limite à ne pas dépasser au niveau du revenu fiscal de référence. Maintenant, si vous avez opté pour faire une demande d'ACRE, et il faut bien faire une demande et une demande de façon concomitante à votre affiliation, si vous êtes chômeur indemnisé ou indemnisable, donc inscrit à France Travail, si vous bénéficiez des minima sociaux ou si vous avez moins de 26 ans, vous pouvez en bénéficier et ça vous donne un taux réduit de 50%. Vous voyez que le 12,3 est
diminué à 6,20 et les autres taux qui étaient au-delà de 20% sont réduits à 10,60 ou 12,30. Ou bien entendu, si vous dépendez de la CIPAV, à 13,90. Et vous en bénéficiez de ce taux réduit de 50% pendant 3 trimestres complets, plus le trimestre de démarrage. Donc, quelqu'un, par exemple, qui commence le 1er janvier, il y aura droit jusqu'au 31 décembre. Quelqu'un qui commence le 31 mars, il y aura droit également que jusqu'au 31 décembre. Donc, il est préférable, si on veut avoir une exonération acre la plus longue possible, de commencer un début de trimestre plutôt que de commencer le dernier jour du trimestre. Je ne vois pas de questions dans le fil de discussion sur l'ACRE. Alors, on va continuer. Voilà, donc après l'ACRE, donc qui allège vos cotisations sociales en début d'activité, place à l'ARE, donc l'allocation d'aide au retour à l'emploi, qui peut, elle aussi, donner un vrai coup de pouce financier au démarrage. Donc, si vous lancez votre micro-entreprise tout en étant inscrit à France Travail, vous pouvez, sous certaines conditions, cumuler vos revenus d'indépendant avec une partie de vos allocations chômage. Alors, comment ça fonctionne? Qui est-ce qu'il faut déclarer? Quoi et quand? Toujours, quelles sont les erreurs à éviter? Pascal va vous guider pas à pas pour que ce cumul soit plutôt un levier de sécurité et pas une prise de tête. Excusez-moi, je vais recommencer. Donc, quelles sont les conditions pour pouvoir bénéficier du complément ARE une fois qu'on est inscrit en tant que micro-entrepreneur? C'est de toujours être bénéficiaire de l'ARE, avoir encore des droits auprès de France Travail au niveau de l'ARE, un certain nombre de jours, ne pas avoir opté pour l'ARS, le paiement de 2 fois du reste des droits d'allocation et rester inscrit, bien sûr, comme demandeur d'emploi à France Travail et déclarer son activité tous les mois. Et on va voir que si vous êtes dans cette situation-là, il est quand même beaucoup plus judicieux de faire des déclarations mensuelles plutôt que trimestrielles. Nous aurons l'exemple de Mathieu qui est menuisier et de Sandra, il me semble, où l'un qui est en mensuel et l'autre en trimestriel. Et vous verrez qu'il est vraiment beaucoup plus avantageux d'être en déclaration mensuelle. Donc, à savoir que… Je peux vous poser une question? Oui, bien entendu. Et moi, j'ai levé la main, mais je crois que ça ne se voit pas. Juste, si je peux juste revenir sur l'ACRE, est-ce qu'il faut rester inscrit comme demandeur d'emploi aussi quand on a l'attestation qu'on a vraiment eu l'ACRE, on peut en bénéficier? Est-ce qu'il faut qu'on reste inscrit, qu'on continue à… Non, il faut, si vous n'avez pas d'ARE et que vous avez touché l'ARS, vous n'avez plus besoin d'être inscrit. Il faut être inscrit au moment de la création et pouvoir nous fournir comme justificatif dans la demande ACRE d'une inscription à France Travail. Mais après, il n'y a plus d'obligation. Oui, c'est pas comme l'ARE. Merci. Voilà. Donc, c'est pour favoriser la reprise d'activité. Donc, le montant qui va être retenu au niveau du revenu, ce n'est pas l'intégralité, mais seulement 70% du montant du revenu d'activité. C'était la même chose si vous avez accepté des missions d'intérim ou trouvé des petites périodes où vous aviez encore un travail salarié. Ce n'est pas l'intégralité qui est déduite, mais 70%. Donc, je vous disais, on en arrive à l'exemple de Mathieu qui est menuisier et qui a une ARE de 1 500 € par mois. Mathieu, notre menuisier, va avoir pour son mois d'activité un chiffre d'affaires de 2 000 €. Ce 2 000 € de chiffre d'affaires, Mathieu fait de la prestation BIC avec un abattement de 50%. Donc, sur 2 000 €, les 50% représentent 1 000 €. Et comme je vous dis, pour favoriser ce retour d'activité, on ne retient que 70% de ce montant, on va retenir 700 €. Donc, Mathieu aura 1 500 moins ses 700, il touchera 800 € d'ARE.
on va prendre l'exemple maintenant de Sandra, qui, elle, est formatrice et avait opté pour la déclaration de chiffre d'affaires trimestriel. Sur le trimestre, Sandra va avoir un chiffre d'affaires de 16 500 €, mais France Travail va prendre ce montant de façon identique sur les 3 mois si elle est en trimestriel. Sandra, avant d'avoir son activité d'auto-entrepreneur, avait une ARE à hauteur de 2 000 € par mois. Et si on est en déclaration trimestrielle, eh ben, on va retenir 34% des retenir 66% pardon, des 16 500 €. Hein. Donc, ce qui fait qu'on va retenir 3 630 € par mois, donc 66% et après divisé par 3. Et on retient 70% de ce montant-là. Et ben, on voit que dans ce cadre-là, 2000 moins 70% de 3 630, ben Sandra se retrouve avec un montant négatif, donc elle n'a plus d'ARE du tout. Alors que si elle avait fait des déclarations mensuelles, Sandra n'a pas touché de façon équitable ces 16 500 €. Elle a touché le premier mois 500 €, le deuxième 15 000 et le dernier mois 1 000 €. Et ben, sur le premier et le dernier mois, elle a un complément d'ARE puisqu'on retient 66% pardon, de 500 € et 70% de ce montant-là. Donc, elle se retrouve avec une ARE de 1 767 €. Et le dernier mois, on retient 66% et donc après encore un abattement de 70%. Et elle a 1 538 €. Donc, on voit qu'en choisissant le paiement mensuel, la déclaration mensuelle de son chiffre d'affaires, c'est beaucoup plus favorable puisqu'au total, elle a eu plus de 3 000 €, alors que quand elle avait opté pour le trimestriel, elle n'a rien touché du tout. Peut-être, donc ma collègue vous a mis quelles sont les conditions pour bénéficier de l'ACRE. Oui, on peut changer de périodicité tout de suite au démarrage, dans les 90 premiers jours, donc avant la date limite de votre première déclaration. Et après, on peut en changer chaque année en faisant la demande avant le 31 janvier de l'année concernée. Donc, si par exemple, vous vouliez changer avec effet du 1er janvier de l'année prochaine, vous avez jusqu'au 31 janvier de l'année prochaine pour faire votre demande. Mais si vous le savez déjà aujourd'hui, faites la demande tout de suite. Après, si vous êtes légèrement au-dessus des 90 jours, vous pouvez toujours invoquer le droit à l'erreur en indiquant que vous êtes bénéficiaire de France Travail et que ça vous pénalise au niveau des versements de votre ARE. Si vous avez déjà bénéficié de l'ACRE en décembre 2021 pour une URL, ça dépend aussi si l'activité est la même ou pas et depuis quand vous avez cessé cette activité en EURL. Pour pouvoir refaire une nouvelle demande ACRE, il y a 2 conditions. Hein, c'est de ne pas arrêter et reprendre pratiquement immédiatement la même activité, même si c'est sous un autre statut, et ne pas en avoir bénéficié dans les 3 dernières années. Donc, ça dépend jusqu'à... Vous en avez bénéficié de décembre 2021 à décembre 2022. Donc là, si vous venez de recréer, ça dépend à quelle date, puisque les 3 ans par rapport à décembre 2022, ça fait décembre 2023, 2024, 2025. Donc là, vous ne pourriez pas bénéficier à nouveau de l'ACRE. Michael. L'ACRE ou l'ARE, c'est bon pour tout le monde? Y a-t-il encore quelqu'un qui veut poser une question? Je peux continuer. Alors, après les cotisations et les aides, cap sur les impôts et la TVA. Donc, un temps, hein, le fameux seuil des 25 000 € a un petit peu flotté au-dessus des têtes comme une petite épée de Damoclès. Mais bon, pour cette année, finalement, on est tranquille. Peut-être pour toujours, on ne sait pas. Reste que la TVA, elle est toujours à surveiller de près dès que votre chiffre d'affaires grimpe. Donc, franchi ou pas franchi, ce fameux seuil, on vous explique le fonctionnement de la franchise en base.
ce qui change quand on la dépasse. Et puis, ben, on profite pour faire un petit point rapide également sur les autres impôts à connaître. Donc, l'impôt sur le revenu, on l'a un petit peu survolé avec le versement libératoire de l'impôt. Et puis aussi la fameuse CFE, la cotisation foncière des entreprises. Activez le son avant de parler, c'est mieux. En tant que micro-entrepreneur, vous êtes en franchise de base, comme le disait Laurence, et à savoir que lorsque vous atteignez un certain chiffre, qui n'est de loin pas la limite de l'auto-entreprise, vous serez assujetti à la TVA. Donc, il y a deux seuils, ce qu'on appelle le seuil de franchise ou le seuil de tolérance. Si vous dépassez le seuil de franchise sans dépasser le seuil de tolérance, vous serez soumis à la TVA au 1er janvier de l'année suivante. Par contre, si vous dépassez le second seuil, vous êtes assujetti à la TVA dès la facture du dépassement. C'est-à-dire que si vous avez un chiffre, par exemple, en prestation de service de 87 000, vous serez assujetti au 1er janvier 2026 pour la TVA. Par contre, si vous êtes à 94 000, vous serez assujetti à la facture qui fait le dépassement. À savoir que vous aurez à indiquer sur vos factures jusqu'à ce que tant que vous n'êtes pas assujetti à la TVA, le fait que vous êtes en franchise en base, donc l'article 293B du Code général des impôts, à partir du moment où vous êtes assujetti à la TVA, et ce au minimum pour 2 ans, vous devrez indiquer votre numéro de TVA. Est-ce que ça vous paraît clair? On vous a à nouveau mis l'exemple de Frédéric, qui est menuisier, et en courant de l'année 2025, il a un chiffre d'affaires de 37 500. En juillet, il fait une nouvelle facture et il dépasse il était à 38 600, pardon, il fait une nouvelle facture, il encaisse les 3 500 € et ce qui fait passer son chiffre d'affaires à 42 100. À partir de cette facture-là, il devra facturer de la TVA à ses clients. Donc, c'est quelque chose qu'il faut anticiper, puisque s'il a fait un devis à son client qui est un particulier et qu'il rajoute 20% de TVA, le taux de TVA des menuisiers, je l'avoue, je ne le connais pas par cœur, mais s'il se retrouve à facturer de la TVA et rajouter un montant important, les clients ne vont pas être contents du tout, mais pourtant, Mathieu devra reverser de la TVA à ses clients. Donc, quand vous faites vos devis et que vous approchez des seuils, je vous conseille vivement de prendre un rendez-vous auprès de votre service des impôts des entreprises et de savoir comment fonctionner, puisque si c'est des entreprises, pas de souci, vous allez facturer avec la TVA, eux vont la récupérer, donc qu'ils payent cette TVA en plus du moment qu'ils la récupèrent derrière, il n'y a aucun souci. Mais si le client est un autre micro-entrepreneur qui n'est pas soumis à la TVA ou est un particulier, le client ne va pas être content et vous risquez de les perdre. Je cite très souvent l'exemple d'une esthéticienne qu'on a rencontrée et qui s'est retrouvée à constater ce fait qu'au mois de mai de l'année suivante, quand elle a fait sa déclaration d'impôt, elle faisait ses déclarations et payait ses cotisations à l'URSSAF tout à fait de façon classique et tous les mois, mais elle n'avait pas pensé à additionner l'ensemble des mois. Et au mois d'octobre de l'année considérée, elle a dépassé les seuils et aurait dû facturer de la TVA à ses clients. Elle avait des prestations à 60 €, donc 20% de TVA en plus, ça fait 72 €. Vous croyez que si au mois de mai, quand elle fait sa déclaration d'impôt, elle demande à ses clientes qui viennent tous les mois de rattraper les 8 mois fois 12 € de TVA qu'elles n'ont pas payé? Est-ce qu'elle garde, est-ce qu'elle perd ses clients? Et même après, passer d'une prestation pour des particuliers qui payent cette prestation tous les mois de 60 à 72 €, ils ne vont pas comprendre, puisque pour eux, c'est l'intégralité de la prestation qui a un coût. Et donc, c'est quelque chose vraiment qu'il faut que vous anticipiez dans vos tarifs pour ne pas perdre des clients. Donc, on a
pris le parti et on est précurseur dans le domaine au niveau des URSSAF, hein, de vous alerter dès que vous approchez les seuils. Et donc, on vous invitera, on vous dira juste un petit mot d'alerte comme quoi vous vous approchez des seuils et on vous conseille vivement de prendre attache avec votre centre des impôts des entreprises pour qu'il vous aide à faire ces premières déclarations de TVA, qu'il vous donne votre numéro de TVA et que vous puissiez en informer vos clients. Pas de questions. Ensuite, les autres impositions, c'est l'impôt sur le revenu. Effectivement, au niveau de l'impôt sur les revenus, selon que vous avez opté ou pas pour ce prélèvement libératoire dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous allez devoir déclarer votre chiffre d'affaires dans une case ou dans une autre, mais quoi qu'il en soit, dans les deux cas, vous devrez quand même déclarer ce montant aux impôts. Et ils en tiendront compte dans le revenu fiscal de référence et pour calculer votre tranche d'imposition. Donc même, vous pouvez vous retrouver à payer plus d'impôts parce que vous changez de tranche, mais l'impôt sur ce chiffre d'affaires aura été payé à l'URSSAF si vous avez choisi le prélèvement libératoire. Et je vous disais tout à l'heure, il y a une petite particularité, c'est si votre revenu fiscal de référence par part de coefficient familial de l'année N-2, hein, donc là on est en 2025 de l'année 2023, est supérieur à 28 797 €, vous ne pouvez pas opter pour le prélèvement libératoire. Et c'est le seul moment où ce que vous aurez payé à l'URSSAF comme impôt sera considéré comme un acompte. Ensuite, l'autre imposition que vous aurez tous à un moment donné, si vous avez un chiffre d'affaires qui dépasse les 5 000 €, c'est la cotisation foncière des entreprises. Donc, vous en êtes exonéré la première année, vous en êtes exonéré la seconde année à hauteur de 50% et la troisième année, si vous avez un chiffre d'affaires en première année supérieur à 5 000 €, vous aurez une taxe foncière. Je ne peux pas vous indiquer de montant parce qu'il y a trois inconnus. Donc, la grandeur de votre chiffre d'affaires, le nombre de mètres carrés utilisés pour l'activité, et sachez que ce nombre de mètres carrés est au minimum 1 mètre carré qu'on appelle familièrement le coin de bureau. Et si vous avez des activités comme réparation de véhicules, eh ben, vous aurez plus qu'1 mètre carré, puisqu'il faut déjà plus qu'1 mètre carré pour mettre un véhicule dans un endroit. Et ensuite, ça dépend de la ville dans laquelle le siège social de votre entreprise est installé. Est-ce qu'il y a des questions sur la cotisation foncière des entreprises ? Non. Alors, on continue. Voilà, comme dit, on a parlé statut, on a parlé obligation, facturation et même impôt. Maintenant, on va mettre le cap sur un sujet qui est souvent sous-estimé et pourtant essentiel, les prestations sociales quand on est en micro. Là, des cotisations pour des prestations, c'est le mantra à retenir. Donc, si vous cotisez pour une prestation, ben, vous y avez droit, même si vous êtes en micro-entreprise. Donc, on va commencer par les prestations maladie. On va vous parler des indemnités journalières, mais d'abord, je vais vous parler du régime local. Donc, vous allez être... Tu peux juste couper le micro, Ah, je croyais, pardon. Merci, Laurence. Vous allez rester au régime local si vous êtes encore salarié par ailleurs et que vous faites au moins 150 heures d'activité salariée dans le trimestre. Vous pourrez également rester au régime local si vous êtes retraité par ailleurs et qu'il y a une cotisation régime local ou invalide et avec une cotisation régime local sur la prestation invalidité. Et troisième possibilité de rester au régime local, c'est tant que vous touchez de l'ARE, là aussi, vous continuez à bénéficier du régime local. Dès lors que le versement de l'ARE s'arrête,
vous serez au régime général, donc à 70%. Donc, pensez, si vous avez une complémentaire, à les informer. Le montant de cette complémentaire va changer. Et si vous n'en avez pas de complémentaire, il serait intéressant de faire des devis parce que si vous vous retrouviez hospitalisé, il y a le forfait hospitalier et la prise en charge est à hauteur de 80% des frais d'hospitalisation. Donc, il est important d'avoir une complémentaire quand on est au régime général. Maintenant, pour les indemnités journalières, dites-vous qu'il y a un délai de carence. Ce délai de carence est de 12 mois. Et ensuite, pour toucher ces indemnités journalières, il y a un seuil de contributivité à dépasser. Et là encore, je vais parler de revenus et pas de chiffre d'affaires. Donc, c'est bien après abattement que ce revenu doit être supérieur à ce seuil de contributivité qui représente la moyenne de 10% du plafond de sécurité sociale. Donc, ce montant, c'est un montant de 4 383 € à peu près pour cette année de revenus. Si bien sûr, vous n'avez qu'une année d'activité ou 2 années, ben, la moyenne sera faite sur 1 ou 2 années en fonction du nombre d'années depuis lesquelles vous exercez. Comment elle se calcule? Elle représente 1/730e de ce revenu annuel moyen. Donc, si par exemple, vous avez juste la limite des 4 383 €, en gros, vous aurez 6 € par jour. Par contre, si vous avez un revenu annuel moyen proche des 18 000 €, vous aurez environ 25 € par jour. Et s'il est de 36 000, vous aurez 50 € par jour. Et ça peut aller jusqu'à une soixantaine d'euros, donc de ces 6 € à 60 €. Et si vous êtes professionnel libéral réglementé, donc rattaché à un ordre, ça peut aller jusqu'à 180 €. Donc, plus votre chiffre d'affaires et donc plus votre revenu est important, plus le montant des indemnités journalières sera important. Mais on l'a vu, c'est un 730e. Pourquoi 730? Parce que 50% du revenu d'activité divisé par 365 jours. Donc, comme pour un salarié, votre revenu de remplacement, les indemnités journalières, représente 50% du revenu d'activité. Donc là, il est important que vous étiez salarié, votre employeur souscrivait pour vous une prévoyance. Là, il est important que vous souscriviez à une prévoyance pour combler les 50% en cas d'arrêt de maladie, ou au moins faites-vous faire des devis. Si vous n'en prenez pas après, c'est en connaissance de cause. Mais parfois, quand on est en arrêt de travail simplement pour une jambe cassée pendant 3 mois, eh ben, n'avoir que 50% de ce que vous avez l'habitude d'avoir pour payer son loyer, sa nourriture, ça peut être très vite très compliqué et mettre aussi bien votre vie professionnelle que personnelle en jeu, financièrement parlant. Donc, il est important de savoir que les indemnités journalières représentent 50% du revenu d'activité. Là aussi, si vous deviez prendre une prévoyance, faites attention puisque il y a effectivement un régime indemnitaire ou forfaitaire et le régime indemnitaire peut faire que vous n'ayez aucun versement parce que 600% de zéro, ben, ça fait toujours zéro. Alors que si vous choisissez du forfaitaire, vous choisissez avec votre assureur un montant précis que vous souhaitez qui vous soit versé. Là aussi, la cotisation est souvent bien plus onéreuse, mais à vous de faire vos choix et de faire un choix éclairé en fonction des différents devis que cet assureur, ce banquier ou ce courtier en assurance pourra vous proposer. Donc, voilà les conditions dans lesquelles vous touchez des indemnités journalières. Quelqu'un a des questions sur les indemnités journalières ou sur le régime local, le régime général? Donc, on va pouvoir passer à la retraite s'il n'y a pas de questions. La retraite, malgré les idées préconçues, les régimes des artisans commerçants, donc des travailleurs indépendants, est aligné sur le régime des salariés depuis 1973. Donc, à cotisation égale, retraite strictement égale. Donc, le moyen d'avoir les trimestres est strictement le même
qu'on ait une activité salariée, qu'on ait une activité d'indépendant. Il faut avoir un revenu d'activité, donc après abattement, de 150 SMIC horaires pour avoir un trimestre, 300 pour en avoir 2, 450 pour en avoir 3 et 600 SMIC horaires pour en avoir 4. Donc, en gros, si vous avez plus de 7 200 € de revenus, vous aurez vos 4 trimestres. Et bien entendu, si vous avez un revenu salarié et un revenu d'indépendant, que par exemple, en tant que salarié, vous avez 30 000 € de revenus et qu'en tant qu'indépendant, vous avez 10 000, et bien votre retraite sera calculée sur 40 000. Vous aurez bien entendu que 4 trimestres et pas 8 dans l'année, mais les deux, pour le calcul de votre retraite, seront additionnés. Donc, plus le montant de votre revenu sera élevé, puisque c'est sur la moyenne de revenus des 25 meilleures années fois le nombre de trimestres. Donc, il est important d'avoir un revenu relativement élevé pour avoir une bonne retraite et d'avoir au moins 4 trimestres par an. Si vous ne deviez pas acquérir ces 4 trimestres en début d'activité et que vous n'êtes pas salarié par ailleurs, sachez que vous pouvez faire une demande de rachat Madelin auprès de la CARSAT, parce que cette demande est à faire dans les 6 années qui suivent l'année où il vous manque les trimestres. Et c'est des rachats qui sont beaucoup moins onéreux. Ils sont aux alentours de 500 € à peu près, alors que si vous laissez passer ce laps de temps de 6 ans, on n'est plus en rachat privilégié Madelin, mais en rachat Fillon. Et là, c'est plus de 7 000 € le trimestre généralement. Donc, important d'installer l'appli Mon compte retraite sur son téléphone ou d'aller sur le site et de voir régulièrement où on en est au niveau du trimestre et du revenu qui a été pris en compte. Je lis la petite question. Je suis en CDI et je compte me développer en freelance à côté. Si je suis en arrêt maladie prolongé ou congé de maternité, comment ça fonctionne? Eh bien, cotisation des deux côtés, indemnité journalière des deux côtés. Si vous dépassez le seuil de contributivité, vous aurez le maintien de salaire du côté de votre employeur et du côté du travailleur indépendant, vous aurez des indemnités qui seront calculées en fonction du revenu des 3 dernières années. Et vous aurez aussi des prestations maternité des deux côtés si vous deviez être en congé de maternité. Donc, il y a l'histoire d'avoir les 12 mois d'activité, mais une fois ce laps de temps passé, effectivement, vous avez des droits des deux côtés, Charline. Est-ce que j'ai répondu à votre question? J'ai vu que Justine a aussi un peu répondu par écrit. Et là, on vous a mis un petit tableau que je trouve beaucoup plus parlant encore et plus précis que celui des 150 SMIC horaires. On prend vraiment le montant de la cotisation versée parce que c'est droit aussi. Il ne suffit pas de nous déclarer les montants des chiffres d'affaires, il faut également payer les cotisations qui vont avec. Si les cotisations ne sont pas payées, les droits ne sont pas acquis. Et par exemple, pour une activité d'achat-revente, si vous avez un chiffre d'affaires, encore une fois, de 10 000 €, 12,3% des 10 000 €, ça fait 1 230. On multiplie ces 1 230 par 41,8%. On regarde combien ça fait. Et à chaque fois qu'il y a 316 € dans la limite de 4, ça vous donne un trimestre. Pour les prestations BIC, c'est fois 21,2 et on retient 41,8%. Et pour la retraite complémentaire, ça vous permet également de calculer le nombre de points que vous devriez acquérir en fonction de la cotisation versée. Parce qu'à des fois, pour une question d'arrondi, on peut ne pas avoir un trimestre alors qu'on est pile poil aux 7 100 et quelques de revenus. Mais si sur chaque mois, il y a eu un arrondi de 50 cents, ben après, s'il manque 1 ou 2 €, vous pouvez ne pas avoir acquis le trimestre. Donc ça, c'est le moyen de savoir exactement si vous avez des trimestres ou pas. Est-ce que ça vous paraît clair? Je te laisse récapituler, Laurence. Je manque de voix. Oui, voilà, on a bientôt fait le tour de tout ce qu'on tenait à vous dire côté URSSAF. Mais avant de passer le relais à Vanny, on va marquer un petit stop pour bien récapituler l'essentiel, histoire que rien ne vous échappe. Alors, voilà, on fait un dernier petit point rapide pour garder les idées bien en place avant de se quitter. Donc, ce que je ne dois pas oublier,
c'est que la micro, c'est un régime simplifié, oui, mais ça demande quand même une gestion rigoureuse. Votre chiffre d'affaires, pardon, ce n'est pas la même chose que votre revenu, donc attention aux abattements. Il faut respecter aussi les seuils, ne pas dépasser et surtout déclarer son chiffre d'affaires même s'il est à zéro. Et puis, en tant que micro-entrepreneur, vous cotisez pour votre protection sociale. Ça, c'est vraiment important de le souligner parce qu'on entend toujours assez régulièrement que la micro-entreprise, c'est la protection sociale au rabais. Alors oui, effectivement, il y a toujours le nerf de la guerre, il faut avoir un chiffre d'affaires suffisant, mais dès l'instant qu'on a un vrai chiffre d'affaires, il y a derrière la protection sociale équivalente. Donc, et bien évidemment, tout ce qui est formalisme, il y en a quand même. Donc, on respecte les règles pour tenir son registre des recettes et surtout pour les factures. Ce que vous faites à la fin du webinaire, vous vérifiez si la micro s'est bien adaptée à votre activité. Vous ouvrez un compte bancaire dédié si ce n'est pas encore fait. C'est obligatoire seulement au-delà d'un certain chiffre d'affaires, mais vraiment, on vous le conseille dès le départ. Si vous travaillez avec des clients particuliers, surtout, vous n'oubliez pas le médiateur de la consommation. Vous vérifiez bien sur votre compte Amélie que la caisse d'assurance maladie est bien au courant de votre activité indépendante. Surtout, si comme Charline, vous avez cette double casquette salarié et indépendant, c'est important que la CEPAM ait bien l'info parce que sinon, vous n'aurez pas le double versement de prestations. Vous téléchargez aussi l'appli l'auto-entrepreneur, comme on l'a dit, c'est quand même assez indispensable. Vous avez toute la gestion de votre activité dans votre poche et puis c'est toujours plus stable que le site, même s'il est très bien fait. Et puis vous créez votre espace professionnel sur impôts.gouv.fr pour gérer vos déclarations. Voilà, si vous vous sentez encore un petit peu perdu, pas de panique, on ne va pas vous laisser repartir tout seul. Donc, où est-ce que vous pouvez retrouver de l'aide après ce webinaire? En ligne, sur la page dédiée ursaf.fr, mes premiers mois, où vous retrouvez toutes les infos pour bien démarrer. Vous avez aussi beaucoup d'infos de fiches pratiques sur auto-entrepreneur.ursaf.fr. Et là, c'est vraiment spécifique à la micro-entreprise. Et puis, bien sûr, dans votre espace en ligne pour déclarer, pour récupérer une attestation ou poser une question via la messagerie. Et puis, si vous avez besoin d'un échange plus personnalisé, vous pouvez prendre en ligne avec un conseiller URSAF Alsace sur l'outil Smart Agenda. Vous pouvez aussi nous joindre par téléphone. Donc, le 36 98, c'est vraiment dédié pour les indépendants. Et puis, par mail, si vous avez une question spécifique, l'équipe de Pascal est donc à votre disposition sur l'adresse créateur.alsace@ursaf.fr. Et puis, si vous voulez juste réviser tout seul de votre côté, vous avez toujours les replays donc, sur je vais y arriver, pardon, la chaîne YouTube de l'URSSAF Alsace et plus généralement sur les chaînes URSSAF. Vous retrouvez différentes vidéos qui peuvent vous accompagner. Et puis, voilà, tous ces coups de pouce Made in URSSAF, ça va faire une belle transition vers toutes les aides, tous les dispositifs que peut vous proposer l'ADI et puis que Vanny va justement vous présenter pas plus tard que maintenant. Merci Laurence, merci Pascal. Derrière l'acronyme ADI, vous trouverez l'Association pour le développement de l'initiative économique. C'est un peu nébuleux. Plus simplement, si les banquiers ne vous font pas confiance, on n'a pas envie de faire un bout de chemin avec vous, vous venez à l'ADI. Nous sommes là pour vous aider à créer votre projet, enfin, à vous lancer sur le projet en vous finançant jusqu'au maximum de 12 000 € et en fonction de vos capacités de remboursement. Je crois qu'on a un peu perdu Vanny. Vanny, excuse-moi, mais il y a eu une micro-coupure en tout cas de mon côté. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde pareil. Non? Bon, alors pardon. Vous m'avez perdu. Excuse-moi. Non, mais c'est bon, apparemment, il n'y avait que moi, donc désolée. C'est peut-être les oreilles. Bon, non, donc je disais, si voilà, l'ADI se présente
pour aider les créateurs d'entreprises, pour les aider à financer, pour les informer sur les difficultés de leurs projets, puisque nos conseillers rencontrent énormément de porteurs de projets, donc on a déjà des expériences sur d'autres personnes qui se sont lancées et on peut les aider. Donc, financièrement, on peut aller jusqu'à 12 000 € en fonction de vos capacités de remboursement. Ça, ce sont des crédits que l'on fait des gens qui créent des entreprises. Ensuite, nous avons un deuxième crédit pour ceux qui ont des problèmes de mobilité, c'est-à-dire il leur faut un véhicule pour aller travailler, il leur faut aussi un permis de conduire. Donc, nous sommes capables de financer ce genre de besoin. Maintenant, la différence entre une banque et l'ADI, vous avez, les conseillers qui s'intéressent à votre projet. 2, vous avez des bénévoles qui sont là pour vous accompagner dans quel que soit le problème que vous rencontrez. C'est à vous de nous solliciter et puis on cherchera les infos et on sera là pour vous aider. On a aussi des bénévoles qui assurent des formations en commercial, en gestion d'entreprise. Tout ça, c'est gratuit. Et qu'est-ce que je peux dire encore sur l'accompagnement? Grosso modo, c'est notre force principale, c'est qu'on a envie que vous réussissiez et on fait tout pour. Ensuite, il y a du service, c'est-à-dire que nous proposons des assurances, responsabilité civile, des assurances maladie, des mutuelles, des complémentaires santé. Nous ne sommes pas assureurs, mais nous sommes interlocuteurs et nous profitons un peu de la masse pour pour vous proposer des prix intéressants. Donc, voilà tout ce qu'on fait. Aujourd'hui, ça paraît très peu, mais c'est énormément de solutions pour des gens qui se lancent et qui sont un peu perdus sur la création d'entreprise. Donc, en venant chez nous, vous rencontrerez des financiers, mais vous rencontrez aussi des conseillers. Là, on a sur Grand Est une agence à Mulhouse, rue Schumann, porte Jeune, et on a une agence sur Strasbourg. Nous avons aussi un bénévole qui assure des permanences sur Colmar. Donc, on couvre l'Alsace entière. J'ai été aussi bref que d'habitude. Maintenant, si vous avez des questions particulières, je suis prêt à y répondre. Allô, grand silence. Oui, a priori, tu as été très clair. Je fais quand même défiler le diaporama, pardon. Donc tu as très très bien résumé de toute façon et je le répète, il sera de toute façon transmis à tous les inscrits sur leur adresse mail. Voilà, a priori, je ne vois pas de questions. Est-ce que vous avez encore des questions, que ce soit pour l'ADI, pour l'URSSAF? On a encore un petit peu de temps, un peu beaucoup. Je fais juste quand même un petit point d'arrêt sur les possibilités de prise de rendez-vous pour l'ADI. Vous avez le numéro de téléphone, le site aussi qui est très très accessible. Voilà. Et n'hésitez pas. Une fois par mois, on fait aussi un petit atelier micro d'une demi-journée sur Mulhouse. Mais on se limite à 6 personnes, ça nous permet de discuter un peu avec les gens sur leurs propres projets, puisque les gens viennent toujours avec des questions particulières. Très bien. Si tu en as terminé, on va passer à la session questions-réponses. Mais juste avant, je vais vous embêter une dernière fois. Donc, si vous pouviez nous donner, je vais vous relancer un dernier petit sondage, si vous pouviez donner une note globale à cette présentation, donc en étoiles, bien évidemment, on préférerait 5 étoiles, mais et sinon, on est à votre écoute pour toutes vos questions. Je vais quand même checker s'il n'y en a pas qu'on aurait oublié dans le fil de discussion. Je ne pense pas qu'il ait pu en échapper à la vigilance de Justine, mais au cas où.
Et si parmi vous, il y a des porteurs de projets, sachez que aussi bien l'ADI que l'URSSAF seront présents au salon Demain je me lance le 30 septembre à Mulhouse. Et au mois de novembre, j'hésite encore sur la date au salon Créer sa boîte. Hein. Donc, le 27 novembre à Strasbourg, au Palais des Congrès. Merci beaucoup pour tous ces 5. Et si une question vous revenait, hein, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec l'un d'entre nous sur Smart Agenda. Ou si c'est juste une petite question, voilà, où on n'avait pas forcément besoin d'échanger en direct. Comme je le disais, hein, l'adresse mail, hein, créateur@alsace@ursaf.fr, hein, n'hésitez pas. Vous retrouverez Justine, vous retrouverez toute l'équipe de Pascal, hein, qui est derrière cette adresse mail, hein, pour répondre à vos questions. Je vous la remets dans le fil de discussion au cas où. Et je vais aller aussi chercher, je pense, le lien vers Smart Agenda aussi. Et nous refaisons également ce genre d'atelier sur Mulhouse à partir du 30 septembre. Il y aura le 30 septembre, le 30 octobre et le 24 novembre dans les locaux de Sémaphore. Donc, les ateliers équivalents à ce webinaire étaient faits jusqu'à présent uniquement sur le Bas-Rhin, donc dans nos locaux de Schiltigheim, mais nous allons faire le pendant dans le Haut-Rhin, dans les locaux de Sémaphore à partir de fin septembre. Voilà, j'ai tout mis dans le fil de discussion, donc n'hésitez pas. Bon, a priori, toujours pas de questions, toujours pas de main levée. Donc, je pense qu'il ne nous reste plus qu'à vraiment vous remercier pour vous être connectés, pour avoir passé ce moment avec nous. On espère avoir répondu à vos questions, ne pas avoir été trop complexe dans vos explications et en tous les cas, que ça pourra vous servir, hein, dans la continuité de votre activité en micro-entreprise. Voilà.